Elle se souvient encore très bien du jour où elle a reçu la mauvaise nouvelle, alors qu'elle se préparait pour un spectacle à Paris. Le téléphone sonna et la voix tremblante de sa sœur Monique retentit, annonçant que leur mère était décédée. Elle était assise en silence dans le vestiaire, serrant la croix que sa mère lui avait donnée, avec l'impression que son monde entier s'était effondré. Les souvenirs de ma mère, la petite femme au sourire chaleureux qui s'asseyait toujours au premier rang lors des spectacles, me sont revenus comme des couteaux. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle se tenait sur scène, chantant Mille colombes, la chanson préférée de sa mère sur la paix, et il semblait que sa mère était toujours là, applaudissant avec le public. Mais lorsque les lumières se sont éteintes, la froide réalité lui a rappelé que sa mère était partie pour toujours. Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un lien profond, où sa mère était sa plus grande source d'inspiration et de soutien spirituel. Cette tristesse était amplifiée par le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être davantage avec elle dans ces dernières années. En tant qu'artiste en tournée mondiale, elle était souvent loin de chez elle, laissant sa mère à Avignon avec ses frères et sœurs. Il y avait des moments où elle appelait à la maison, entendant la voix de sa mère faiblir au fil des ans, et elle avait l'impression de perdre des moments précieux. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, regardant la Seine, et de laisser couler ses larmes en silence, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour que sa mère vive plus longtemps. Cette tristesse l'a façonnée, lui a fait chérir sa famille plus que jamais, mais a également laissé une cicatrice permanente sur son cœur. La carrière de Mireille Mathieu s'étend sur plus de 5 décennies où elle est devenue une icône de la musique française, avec plus de 1200 chansons enregistrées en 11 langues et plus de 122 millions de disques vendus dans le monde. Issue d'une famille pauvre, avec son père Roger, tailleur de pierre, et sa mère Marcelle, réfugiée de Dunkerque, elle apprend très tôt à partager, soutenant la famille dès l'âge de 14 ans, travaillant dans une fabrique d'enveloppes à Montfavet. Mais c'est son amour de la musique, transmis par son père à travers les mélodies d'opéra, qui a allumé son rêve. En 1964, elle remporte le concours local de chant On chante dans mon quartier avec La Môme d'Édith Piaf, qui lui ouvre les portes de Paris, et le concours télévisé de 1965, Le jeu de la chance, où elle impressionne le public et est découverte par Johnny Stark, un agent artistique. Sous la direction de Stark, elle est rapidement devenue une star internationale. Son premier album en 1966, avec des chansons comme Mon Credo et Qu'elle est belle, connaît un immense succès, la conduisant sur des scènes prestigieuses comme l'Olympia et Bobino. Les années 1970 furent une période de pointe, avec des succès tels que Une vie d'amour, La Paloma et Santa Maria, populaires en Europe, en Russie et au Japon. Elle s'est produite dans des salles prestigieuses telles que le Carnegie Hall et le Royal Albert Hall, collaborant avec de grands noms tels que Placido Domingo, Charles Aznavour et Tom Jones. En 1983, elle fonde la maison d'édition Abilène Disques, dirigée par les sœurs Monique et Christiane, marquant ainsi son indépendance dans sa carrière. Les concerts au Palais des Congrès en 1986 et en Chine la même année constituent de fiers jalons, affirmant son statut d'artiste mondial. En 2019, elle a chanté l'Ave Maria lors du concert commémoratif de Notre-Dame de Paris, un moment émouvant qui a été retransmis en direct à la télévision. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers. Plusieurs albums des années 1980, comme les grandes chansons Et ce soir je t'ai écrit, ne répondent pas aux attentes, la forçant à compter sur des prestations de gala pour subvenir à ses besoins financiers. Elle a également fait face à de vives critiques, notamment un procès en 2014 contre France Télévisions pour avoir déformé ses déclarations sur Pussy Riot, ce qui l'a profondément blessée. Elle a gagné le procès et a reçu une compensation, mais les attaques ont quand même laissé des cicatrices. De plus, sa séparation d'avec Johnny Stark après sa mort en 1989 a été un tournant difficile, car elle a dû gérer son entreprise seule
et faire face à des litiges juridiques complexes concernant sa succession. Les tentatives pour la faire pleurer venaient généralement de moments où elle se poussait à bout. Lors d'un spectacle en Russie dans les années 1980, elle souffrit d'un violent mal de gorge, mais monta quand même sur scène en chantant de toutes ses forces. À son retour dans les coulisses, elle est tombée en pleurant, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle était fière de ne pas avoir abandonné. Une autre fois, alors qu'elle préparait une tournée en Allemagne en 2008, elle a travaillé sans relâche jusqu'à recevoir la nouvelle de la mort de son père. Elle continuait à faire des spectacles, mais chaque soir, elle restait assise dans sa chambre d'hôtel, tenant une photo de son père et pleurant, avec l'impression qu'elle chantait pour garder son esprit en vie. Ses larmes témoignaient de son dévouement et de sa résilience, même lorsque son cœur était brisé. Une fin triste dans la vie de Mireille fut la mort de son père, Roger Mathieu, le 13 août 1985. En tant que personne qui l'a inspiré musicalement, Roger était non seulement un père, mais aussi son premier professeur qui chantait de l'opéra lors des soirées familiales à Avignon. Lorsqu'il est décédé d'une crise cardiaque, elle était au sommet de sa carrière, mais cette perte lui a donné l'impression qu'une partie de son âme lui manquait. Elle revient à Avignon, se tient devant la tombe de son père au cimetière Saint-Véran et a le sentiment que tous ses succès n'ont servi à rien. Elle a raconté un jour qu'il y avait des jours où elle écoutait les vieux disques de son père, sa voix, et pleurait parce qu'elle ne pouvait pas lui dire au revoir. Le décès d'un père est une fin triste, laissant un vide qu'aucune scène ne peut combler. L'amour et le mariage de Mireille Mathieu sont un chapitre mystérieux car elle n'a jamais été mariée et garde toujours sa vie privée. Malgré les rumeurs impliquant des personnalités comme Yves Mourouzi, Jean-Pierre Foucault ou Patrick Dufy, elle les a toujours démentis et affirmé que la musique et la famille étaient ses plus grands amours. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'éprouve pas de tristesse en amour. L'une de ses plus grandes tristesses fut l'échec de sa relation avec un homme qu'elle avait rencontré dans les années 1970, un producteur de musique français. Ils ont eu de bons moments, mais les différences d'ambition et la pression de sa carrière ont fait échouer leur relation. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans son appartement parisien, de regarder les lettres manuscrites qu'il écrivait, et de pleurer parce qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas trouver l'équilibre entre l'amour et la passion. Une autre tristesse était la solitude qu'elle ressentait parfois, surtout dans ces dernières années. Ayant passé sa vie sur scène, elle rentre souvent seule chez elle, où il n'y a que sa sœur Monique et ses souvenirs. Il y avait des nuits où elle se tenait sur son balcon, regardant les lumières de Paris, et se demandait si elle avait raté l'occasion de fonder sa propre famille. Bien qu'elle ait toujours dit qu'elle était satisfaite de sa vie, ses proches ont révélé qu'il y avait des moments où elle versait des larmes en silence, non pas par regret, mais par une vague tristesse face à ce qui aurait pu être. Cependant, elle trouve toujours du réconfort dans l'amour de son public et de sa famille, qu'elle considère comme son deuxième cœur. Une autre fin triste dans la vie de Mireille fut la séparation de certains de ses frères et sœurs en raison de désaccords familiaux. Bien qu'elle soit fière de sa famille de 14 frères et sœurs, les relations n'étaient pas toujours harmonieuses. Certains frères et sœurs, notamment Réjeanne et Régis, ressentaient du ressentiment envers ce qu'ils considéraient comme une attention excessive de la part de leurs parents, ce qui a conduit à des distances qui ont duré des années. Un jour, lors d'une réunion de famille à Avignon, dans les années 1990, une dispute éclate et elle part le cœur lourd. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans le salon, de regarder des photos de famille et de pleurer parce qu'elle avait l'impression d'avoir blessé involontairement les personnes qu'elle aimait. Bien qu'ils se soient réconciliés plus tard, la tristesse de leur séparation est restée une cicatrice, une fin triste qui lui a rappelé que même les relations familiales peuvent être fragiles. Les réalisations que Mireille Mathieu s'efforce toujours d'atteindre ne sont pas seulement la célébrité, mais l'utilisation de la musique pour répandre l'amour et la paix. Elle veut que sa voix soit un pont, rassemblant les gens, indépendamment de la langue ou de la culture. Avec plus de 1200 chansons,
De Moncredo à Mille Colombes, elle y est parvenue, mais elle rêve toujours de laisser un héritage éternel. Elle espère qu'un jour, un centre de musique portant son nom sera créé à Avignon, où les jeunes artistes pourront apprendre et se développer. Elle souhaite également que ses chansons continuent d'être chantées par les générations futures, comme un rappel du pouvoir de l'art. Elle s'engage également dans des œuvres caritatives, en soutenant des organisations telles que les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et des programmes éducatifs à Avignon. En 2010, elle a reçu l'Ordre de l'Amitié des mains du président russe Dmitri Medvedev. Et en 2011, elle a été promue au rang de chevalier de la Légion, chevalier de